Je m'appelle Kelly Dor, je suis naturopathe et masseuse bien-être. Et ce soir, je vais vous parler du massage bien-être et de l'importance du toucher. Donc, hop, juste poser ça là. Donc, j'interviens dans le cadre des conférences d'ISUPNAT. Donc, vous devez connaître cette école de naturopathie, l'Institut supérieur de naturopathie, donc, qui s'appuie sur l'expérience d'Alain Rousseau, qui est un naturopathe de plus de 45 ans d'expérience professionnelle, et également sur l'apport de Frédéric Boukobza, qui est naturopathe et directeur d'ISUPNAT, et qui a bien sûr des innovations pédagogiques et également des synergies nouvelles dans le domaine de la naturopathie, ce qui fait que ISUPNAT est une école de naturopathie en France qui a une très bonne qualité de formation et qui est reconnue par la Fédération française de naturopathie qui s'appelle la FENA. Donc, sur mon parcours, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai fait une licence en sciences politiques et en philosophie. Donc, a priori, rien à voir avec la santé. Mais j'ai en fait découvert le monde de la santé en deuxième année de licence, année pendant laquelle j'ai eu des petits soucis de santé et j'ai cherché aussi à perdre du poids. Et donc, je me suis intéressée personnellement au sport et à la nutrition. Ce qui fait que dans le cadre de ma troisième année à l'étranger, je suis partie à Brisbane, en Australie, à l'université du Queensland, et j'en ai profité pour faire une spécialisation en sport, en nutrition et en santé. En revenant d'Australie, donc je ne sais pas si vous connaissez ce pays, mais c'est un pays qui est très porté sur le sport et la nutrition. Et donc, j'ai eu vraiment une passion pour tout ce qui relevait de la santé. Je me suis demandé comment est-ce que je pouvais allier ma passion pour tous les sujets de santé à mes études de sciences politiques. Et donc, j'ai fait un master en politique publique de santé à Sciences Po. Et puis, quand j'ai fini mon master, j'ai cherché à poursuivre dans le domaine de la santé. Et j'ai eu des expériences à General Electric Healthcare, dans un groupement de coopération sanitaire, pendant lequel j'ai fait de la formation auprès des professionnels de santé sur des outils informatiques. Et ma plus grande expérience professionnelle est à la Fédération nationale de la mutualité française, dans le secteur de la santé, des négociations conventionnelles avec les professionnels de santé et l'assurance maladie. Et puis là, à partir d'août, je vais commencer un nouveau travail au sein du groupe Vive, qui est un groupe de plusieurs mutuelles, et je vais avoir une spécialisation sur le sport santé. Bien entendu, donc, je suis diplômée d'ISUPNAT et de la Fédération française de naturopathie depuis décembre 2022. Et j'ai également fait plusieurs certifications à l'École internationale du spa, notamment les bases du massage bien-être, le massage shiatsu et le massage ayurvédique que je commence demain. Ce que je vous propose, c'est au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions, de les noter ou de les mettre dans le chat. Et à la fin de la présentation, je consacrerai 15-20 minutes pour répondre aux questions. Ça vous convient. Alors, mes objectifs en tant que naturopathe et masseuse bien-être, donc je vous en parlerai à la fin, mais je vais ouvrir un cabinet à partir de septembre 2023 dans le 15e à Paris. Et donc, dans ce cadre-là, je souhaite apporter l'énergie nécessaire aux personnes afin qu'elles puissent s'épanouir, trouver leur place et rayonner dans le monde, en tout cas autour d'elles. Lors d'une consultation naturopathie, je souhaite vous écouter, vous inspirer, puis vous guider vers une hygiène de vie optimale et une vitalité retrouvée. À travers les massages bien-être, je souhaite vous faire voyager, vous reconnecter à votre corps et à vos ressources intérieures. Et dans le cadre d'un accompagnement global, je vous aide à mieux vous comprendre et à vous sentir en meilleure forme. Alors, pour le plan de la conférence, donc rapidement, je vais faire une introduction sur l'importance du toucher. Puis, je ferai un point sur l'anatomie et la physiologie de la peau, avant
de parler plus en détail sur le sens du toucher, puis sur les liens entre la naturopathie et le massage bien-être, sur les bienfaits du massage bien-être et comment il peut contribuer finalement à retrouver un contact avec le sens du toucher. Je parlerai aussi des techniques et des manœuvres du massage bien-être. Puis je ferai donc une conclusion. Je citerai les sources, les remerciements et ensuite on pourra échanger si vous avez des questions. Donc sur l'introduction, vous avez dû voir en vous inscrivant à la conférence cette petite introduction. Donc finalement, ce sujet me tient à cœur parce que le toucher, c'est vraiment le sens qui nous permet de prendre contact avec le monde. C'est le sens qui nous permet de survivre aux menaces extérieures. C'est celui qui nous a servi dès l'instant où on est né et qui nous a permis de communiquer avec nos proches. Le seul problème, c'est qu'en grandissant, le mental, quand on devient adulte, il prend le relais. Et donc, on a plus de freins, finalement, à se toucher les uns les autres. Ça peut être connoté négativement. Donc, on prend aussi moins l'habitude de le faire. Et puis, dans le cadre de la pandémie du Covid, bien entendu, les liens sociaux se sont éparpillés. Et donc, on a beaucoup plus de relations à travers la technologie et beaucoup moins de manière physique. Donc, les relations sociales sont devenues plus distantes. Et finalement, vous êtes éloigné malgré vous d'un sens qui est essentiel à la vie de l'être humain et on verra pourquoi. Le toucher, il est primordial pour votre bien-être. Il fait tomber les tabous et les barrières puisque le corps parle et il ne ment pas. À travers le toucher, on communique énormément de choses, énormément d'émotions, beaucoup plus qu'à travers les mots. Et donc, c'est pour ça que c'est important de conserver un contact avec ce sens. Et ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est que finalement, le massage bien-être, on n'a pas forcément l'occasion d'être en contact trop avec les autres et de faire agir ce sens-là. On peut finalement, à travers le massage, se faire masser ou masser d'autres personnes, retrouver les bienfaits du toucher. Et donc, à mon sens, le massage bien-être permettrait de retourner au contact de ce sens, de vous reconnecter à vous-même et aux autres et de revenir à l'essentiel. Donc, je vais vous passer une petite vidéo pour l'introduction.
Voilà, je vais m'arrêter là, mais je trouvais intéressant de, voilà, de montrer à quel point finalement le toucher est un sens universel et dont on a besoin à travers le monde. Alors, pour continuer sur l'introduction, quelques citations qui m'ont marqué. Donc, celle de Jean-Jacques Demoine qui dit que le toucher est un don. C'est donner sa chaleur, c'est donner sa pudeur et beaucoup d'émotions. Le toucher, c'est entrer en relation, c'est apporter un peu d'attention. Être touché, c'est avoir la conscience d'exister. Celle anonyme, donc la plupart de nous vivons dans notre tête, ressassant soucis, échecs passés et catastrophes futures. Le toucher d'une main bienveillante nous ramène dans le monde présent et nous aide à être de nouveau en phase avec la réalité. Celle du docteur Frédéric Leboyer, qui dit que être touché, massé et caressé est nourriture pour le nouveau-né. Une nourriture aussi nécessaire que les vitamines, les protéines et les oligo-éléments. Et enfin, Joël Savatowski, qui est un masseur kinésithérapeute, qui, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je n'ai pas lu son livre, mais en fait, c'est un masseur kiné, donc il est spécialiste du massage, de la physiologie, mais il s'est beaucoup intéressé au massage bien-être et il a écrit un livre à ce sujet pour dire que finalement, ce qui était un peu contradictoire, c'est qu'aujourd'hui, le terme de massage, parce que ça, je vais vous en parler après, mais il est réservé aux masseurs kinésithérapeutes, mais finalement, c'est un acte qu'ils n'ont pas vraiment le temps de faire pendant leur consultation. Et donc, ce kiné s'est spécialisé dans le massage bien-être et a finalement dit que c'était dommage à travers un livre. Donc, il a dit que c'était dommage que le massage finalement soit réservé aux kinés, qui est véritablement qu'ils ont un monopole. Et finalement, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus démocratisé et accessible à tous. Donc, il dit que le toucher est le mal-aimé de nos 5 sens. Il nous paraît important aujourd'hui de le réhabiliter et lui rendre son sens noble. En effet, nous avons aussi oublié qu'outre le fait qu'il est pratiqué au quotidien, il apporte aux êtres humains, par le simple contact, une détente, un bienfait, une tendresse, une sécurité affective. Donc voilà, j'enchaîne directement sur un sujet un peu plus scientifique, donc sur l'anatomie et la physiologie de la peau. Donc le terme de peau apparaît d'abord sous le terme pelle en 1080, puis il devient peau, et ces deux termes sont tous deux issus du latin pellis, donc qui veut dire peau d'animal ou fourrure. C'est aussi un organe à part entière, donc la peau, elle couvre la globalité du corps et elle est aussi appelée tégument, qui veut dire couverture, et c'est le système le plus étendu du corps et ça représente environ 18 000 cm² en moyenne chez l'adulte. Le nombre de points tactiles sur la peau varie de 7 à 135 par cm², et celui des fibres sensorielles allant de la peau à la moelle épinière par les racines nerveuses dépasse largement le demi-million. Et donc, il faut savoir que sur la peau, elle est riche en récepteurs sensoriels cutanés qui font partie du système nerveux et qui reçoivent les stimulus de chaleur, de froid, de contact et de douleur, avec environ 50 récepteurs sur 100 mm². Alors, ce qui est intéressant ici, c'est en fait c'est une image de l'embryon avec les 3 feuillets embryonnaires qui sont représentés. Et la peau provient de l'ectoderme. C'est la plus externe des 3 couches cellulaires de l'embryon. Donc, l'ectoderme donne également naissance aux cheveux, aux dents, ainsi qu'aux organes sensoriels de l'odorat, au goût, à l'audition et bien sûr au toucher. Et en fait, ce qui est intéressant quand on voit cette image, c'est que finalement, on réalise que le système nerveux et la peau proviennent du même feuillet embryonnaire et donc que les liens entre le système nerveux et la peau tout au long de la vie vont être très étroits. Donc souvent, quand on a de l'acné, quand on rougit, c'est parce que derrière, on a une réaction du système nerveux. Quand on rougit, on peut avoir honte, on peut être stressé. L'acné, c'est pareil, on peut être en colère, on peut
voilà, on peut avoir des réactions psychologiques qui vont avoir un impact direct sur la peau. Alors, bien plus qu'un revêtement, la peau, elle a un rôle vital pour l'organisme. Elle est souple et résistante. Et finalement, ça va être l'interface entre l'organisme et l'environnement, puisque en 3 mm d'épaisseur, il va y avoir tous les moyens de défense du corps qui sont concentrés. La peau, elle va permettre une protection contre les facteurs et les substances indésirables de l'environnement. Et elle va aussi permettre le maintien de l'eau et des molécules vitales à l'intérieur de l'organisme grâce à une protéine fibreuse qu'on appelle la kératine et par ce qu'on appelle la couche cornée, donc c'est la surface la plus superficielle sur l'épiderme et donc qui est à la surface de la peau. La peau, elle a plusieurs fonctions. Elle a une fonction d'abord de protection, mais aussi une fonction d'absorption, une fonction de réserve, une fonction d'excrétion et bien sûr une fonction de toucher. Elle permet d'isoler et de rembourrer les organes internes profonds. Elle protège l'ensemble du corps des lésions mécaniques, que ce soit les coups, les coupures, les lésions chimiques, que ce soit les acides et les bases, les lésions thermiques, que ce soit la chaleur et le froid. Elle protège aussi des rayons UV qui proviennent du soleil et des bactéries. Et la peau, elle permet aussi la synthèse de la vitamine D. Donc finalement, la peau, elle a un rôle aussi dans la régulation de la température corporelle, notamment par les vaisseaux sanguins et par les glandes sudoripares. Alors la peau, elle est formée de 2 types de tissus. Donc ce qu'on appelle l'épiderme, qui a un épithélium stratifié squameux, qui est capable de se kératiniser, donc ça veut dire qu'il est capable de se durcir. En dessous, ça je vais vous montrer dans le schéma dans le prochain slide, on retrouve le derme qui est sous-jacent à l'épiderme et qui est constitué de tissus conjonctifs denses. L'hypoderme est situé sous la peau, c'est un tissu sous-cutané. Il ne fait pas vraiment partie de la peau, mais il la relie aux structures sous-jacentes. Il est constitué essentiellement de tissus adipeux. Il permet d'absorber les chocs, d'isoler les tissus les plus profonds de l'organisme contre les changements brusques de température externe. Et donc, il faut savoir aussi que quand on dit la peau, donc, le système tégumentaire, ça comprend aussi ce qu'on appelle les fanères. Les fanères, ce sont les cheveux, les poils et les ongles. Donc là, sur ce schéma, on retrouve une coupe de la peau. Donc on voit bien les deux tissus, donc l'épiderme et le derme, et puis le dernier, l'hypoderme. On voit aussi donc les glandes sébacées qui sécrètent le sébum et les glandes sudoripares qui permettent à la peau de transpirer. Voilà, avec les pores, on voit les pores de la peau. On voit aussi le réseau veineux et le réseau artériel qui est situé vers l'hypoderme. Donc, je vais parler plus en détail de l'épiderme. Donc, l'épiderme, il comprend 4 à 5 couches qu'on appelle des strates. Et de la plus profonde à la plus superficielle, on va trouver donc, tout en bas la couche basale, puis la couche épineuse, puis la couche granuleuse, puis la couche claire, puis la couche cornue. Donc l'épiderme est avasculaire, c'est-à-dire qu'il n'a aucun apport sanguin. Et il contient, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la kératine qui a un véritable rôle de protection. Pour revenir plus en détail sur la couche basale, elle contient les cellules épidermiques qui reçoivent la nutrition la plus adéquate. En fait, il y a des millions de cellules qui sont produites quotidiennement, qui s'aplatissent, se remplissent de kératine, puis meurent au fur et à mesure qu'elles remontent à la surface de la peau. Donc, à la surface de la peau, on va retrouver la couche cornée, qui, elle, se compose de 20 à 30 couches de cellules. Elle représente 3/4 de l'épaisseur de l'épiderme et elle est constituée de ce qu'on appelle les cellules kératinisées, les cellules cornées, qui sont en fait des cellules mortes qui sont entièrement remplies de fibrilles de kératine et donc qui proviennent de la couche basale et qui sont
au fur et à mesure remplie de kératine. Donc 90% des cellules de l'épiderme, on les appelle les kératinocytes. Donc elles permettent la synthèse de la kératine et elles procurent à la peau sa dureté. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que notre épiderme se renouvelle tous les 25 à 50 jours en fonction de l'endroit de l'endroit du corps. Alors, en ce qui concerne le derme, c'est une enveloppe résistante et flexible qui couvre et maintient l'organisme à la manière d'un collant. C'est ce qu'on appelle un tissu conjonctif dense. Donc, on retrouve la zone papillaire, qui est la couche supérieure du derme, qui contient les papilles du derme et qui contiennent les récepteurs de la douleur et du toucher. On retrouve aussi la zone réticulaire, qui est la couche la plus profonde du derme et qui contient les vaisseaux sanguins, les glandes sudoripares, les glandes sébacées et aussi les récepteurs de la pression. Donc ça, j'en parlerai tout à l'heure quand on fait un massage. Les récepteurs de la pression se trouvent dans le derme. Le derme contient aussi des fibres de collagène qui lui confèrent sa résistance et des fibres élastiques qui permettent l'élasticité de la peau et qui sont produites par ce qu'on appelle des fibroblastes. Contrairement à l'épiderme, le derme est abondamment vascularisé. Donc, il a notamment un rôle dans la régulation de la température corporelle et il est riche en neurofibres. Donc, ce sont des neurofibres, des terminaisons nerveuses qui sont équipées de récepteurs spécialisés et qui envoient des messages au système nerveux central afin qu'il puisse interpréter tous les stimuli de l'environnement qu'on reçoit, que ce soit la pression, la température, etc. Alors, je voudrais juste faire un point sur les tissus conjonctifs, puisque après, je vais les aborder pendant la partie sur le massage. Donc, qu'est-ce qu'un tissu conjonctif ou système conjonctif? C'est un soutien et une protection des autres tissus corporels. Et ces tissus conjonctifs assurent l'intendance des tissus fonctionnels, comme l'apport des nutriments et l'élimination des déchets. Chaque tissu conjonctif possède sa fonction et participe à la structure de l'organe auquel il appartient. Donc, on va retrouver ce qu'on appelle les tissus conjonctifs de soutien, qui permettent de soutenir les différentes structures des organes, des veines, des os, des muscles. On va retrouver le tissu conjonctif des structures articulaires et périarticulaires qui sont très riches en collagène. Et on va retrouver le tissu conjonctif du tissu osseux. Donc, pour finir sur cette partie, et donc ça va être important dans le massage, qu'est-ce qu'un tissu conjonctif sain? Et ça, on le ressent quand on masse une personne. On peut, avec l'expérience, apprendre à ressentir pour voir si la peau et le corps est en bonne santé. Donc, quand on va masser, on va pouvoir voir si le tissu de la peau est élastique. C'est donc la souplesse, son épaisseur, la fluidité et la mobilité des tissus. Il y a aussi la température du tissu, si c'est une température qui est normale, l'absence d'adhérence et l'absence de douleur. Qu'est-ce qui fait qu'un tissu conjonctif a des dysfonctionnements? Il peut avoir des adhérences. Donc, les adhérences, c'est quoi? C'est un accolement anormal de deux tissus ou de deux organes qui sont contigus par un tissu conjonctif. Il peut aussi y avoir de la cellulite. La cellulite, c'est quoi? C'est un gonflement du tissu conjonctif sous-cutané. Et puis, on peut aussi retrouver des fibroses. Donc, c'est une augmentation anormale de la quantité de tissu conjonctif fibreux dans un tissu ou dans un organe. Voilà, donc j'ai fini sur la partie anatomie-physiologie et je vais passer au sens du toucher, donc beaucoup moins scientifique. On va revenir sur les termes, les définitions du toucher, qui moi au départ, quand j'ai creusé le sujet, je me suis dit que le toucher, pour moi, c'était le sens du toucher et point barre. Mais en fait, ça a plein de définitions. Et ça m'a permis de réaliser à quel point finalement le toucher est essentiel et concerne tous les aspects de notre vie.
Donc, sur les définitions, donc, la première, c'est mettre la main au contact de quelque chose, de quelqu'un pour en apprécier l'état. La deuxième, c'est entrer, être en contact physique avec quelque chose ou quelqu'un. La troisième, être contingu à, en contact avec. Mais ça peut aussi vouloir dire le sens du tact, aussi l'usage de ce sens. Ça peut être atteindre, blessé par un coup forcé ou un projectile. Ça peut aussi vouloir dire entrer en relation, communiquer avec. Ça peut aussi vouloir dire émouvoir, faire impression. Ça veut aussi dire l'organe des sens et qui permet la reconnaissance directe d'un organe ou d'un objet. Et puis, l'impression produite par un corps que l'on touche. Donc, il y a plusieurs types de toucher. Donc, le toucher quotidien, qui est une action qui est intégrée dans notre vie quotidienne. C'est une action transparente qui résulte de gestes qui ne sont pas délibérés. On va aussi retrouver le toucher technique. Donc là, c'est un geste qui est plus réfléchi, conscient, qui a un but. On retrouve aussi le toucher thérapeutique, qui a pour objectif de guérir, soulager et prévenir. On a aussi, dans le cadre du massage bien-être, donc le toucher bien-être qui vise l'amélioration de l'état d'être de la personne. Et on a aussi le toucher relationnel, qui est plus un outil de communication. Il est intentionnel, il accompagne, il entre dans la relation d'aide. Il y a certains facteurs qui sont susceptibles d'entraîner une réticence au toucher, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Il y a des personnes qui sont plus tactiles que d'autres. Il y a des personnes donc, qui peuvent être timides, qui peuvent manquer de confiance en elles, qui peuvent avoir aussi peur de l'autre. Il peut y avoir aussi de la pudeur, la crainte de se révéler, puisque, comme je disais, finalement, à travers le toucher, on arrive beaucoup mieux à cerner quelqu'un, à ressentir ses intentions, à ressentir ses énergies. Donc, voilà, il peut y avoir une crainte de s'ouvrir et finalement d'être vulnérable. Il y a aussi le manque de simplicité, de spontanéité, d'authenticité. Il y a aussi les préjugés. Donc, le fait de toucher peut être connoté négativement. Et il peut aussi y avoir de la peur, de la résistance et du rejet. Pourtant, donc, comme je le disais au départ, le toucher, c'est un moyen de communication, c'est un mode d'expression de l'affectivité et il permet de consolider les liens sociaux. Donc là, j'ai mis entre parenthèses CF découvert des fibres CT. En fait, ça fait allusion à des chercheurs dans les années 2000 qui ont découvert des fibres qu'ils appellent CT et qui permettent la perception et l'analyse de sensations tactiles douces et agréables. Et ce que j'ai appris au cours de mes recherches, c'est qu'en fait, ces fibres, on en a beaucoup plus dans le dos que, par exemple, sur l'avant-bras. Et donc, les chercheurs se sont dit que ça avait une fonction sociale, c'est-à-dire que comme on ne peut pas se toucher le dos, le fait voilà, qu'on ait beaucoup de fibres CT sur le dos, ça veut dire qu'on apprécie, puisque quand on nous touche le dos, ça nous procure du bien-être. Donc et puis comme on ne peut pas le faire soi-même, ça veut dire qu'un autre primate ou une autre personne doit toucher notre dos, s'occuper de notre dos. Et donc, finalement, le fait qu'on ait des fibres CT, ça a vraiment une fonction sociale. Et finalement, le toucher, c'est aussi le premier et le dernier sens actif. Donc, quand on est, on ne peut pas parler, la seule chose qu'on peut faire, c'est toucher notre mère ou notre père. Et puis, le dernier sens actif, puisque si on se retrouve en fin de vie et qu'on ne peut plus parler, on peut toujours prendre la main de sa grand-mère, de son grand-père, d'une personne, et puis communiquer à travers ce geste. Et c'est un sens aussi qui est réciproque, puisqu'il implique vraiment deux personnes. Et ça, j'en parlerai pendant ma partie sur le massage. Mais le massage, c'est un temps d'échange entre deux personnes. Et quand on va se faire masser, on peut avoir tendance à penser que on va juste se faire masser et point barre. Mais finalement, c'est vraiment un échange entre deux personnes. Et il faut aussi qu'on le sente, cet échange. Et ça peut aussi ne pas matcher avec une personne qui va vous toucher et qui va vous masser. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'un nouveau-né,
quand un nouveau-né, voilà, il ne voit pas au-delà de 30 cm de distance et il n'entendra bien qu'au bout de 4 semaines. Donc finalement, c'est par le toucher qu'il prend contact avec le monde. Et ça lui permet aussi, ça permet également sa proprioception, donc son repère dans l'espace. Et puis, ça permet, bien entendu, ça lui permet de développer un attachement envers ses parents, et notamment par la sécrétion d'ocytocine, donc c'est l'hormone, ce qu'on appelle l'hormone de l'attachement. Et enfin, le toucher est essentiel à notre survie puisqu'il nous permet de repérer les menaces, les changements de température et également la douleur. Le toucher, c'est également, donc, comme je disais, une façon de communiquer. Il remplace la parole. Et puis, par exemple, embrasser une personne proche pour lui manifester notre amour. On peut aussi consoler quelqu'un par une étreinte. Donner l'avant-bras à quelqu'un, à une personne âgée, pour un appui, si, là, dans le bus, je ne sais pas. Donc, ça remplace la parole. Ça nous permet d'être en lien autrement, avec le regard, avec les mains, en peau à peau. C'est autant de gestes qui ont un impact parfois plus important qu'une conversation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de répondre à plusieurs besoins fondamentaux, celui d'être aimé, celui d'être sécurisé, celui d'être accepté et reconnu. C'est un sens qui fait tomber les tabous, les barrières et les masques, comme je disais tout à l'heure. Et pourtant, c'est un sens qui est peu pratiqué aujourd'hui dans notre culture. Et donc, le manque de contact physique est présent. Et le toucher est souvent limité à une sphère intime, mais ne va pas au-delà. Ce qui fait la transition donc, sur le fait que les effets du confinement, dont l'isolement, le stress, une mauvaise hygiène de vie, la sédentarité, l'âge, sont tous des facteurs qui entraînent des tensions dans le corps. Et aussi une mauvaise nutrition des tissus, d'où une baisse de la vitalité. Donc la vitalité, c'est ce qui fait qu'une personne va avoir de l'énergie, va avoir envie de vivre, va faire plein de choses. Et en naturopathie, on évalue la vitalité d'une personne, donc sa capacité à prendre sa place, à avoir des projets, à se lever le matin en pleine forme. Et donc, malheureusement, on observe que voilà, dans le cadre du développement des maladies chroniques, enfin, l'augmentation des maladies chroniques, tous les facteurs que je viens d'énoncer, malheureusement, les gens perdent de plus en plus de vitalité. Et en naturopathie, on apprend à comprendre le fonctionnement du corps et à retrouver cette vitalité. Donc, j'en parlerai juste après. Et finalement, le toucher et les massages sont un moyen, sont essentiels à notre bien-être, qu'il soit physique, psychologique, émotionnel, énergétique et spirituel. Puisque en naturopathie, on aborde une personne sous tous ses angles. Une personne n'est pas juste un corps ou pas juste le mental, mais elle est composée de plein de différents, je ne sais pas comment dire exactement, mais de strates d'être. Et toutes ces strates sont aussi importantes les unes que les autres. Puisque, par exemple, un mal-être physique va avoir un impact sur le psychologique, sur l'émotionnel, et bien sûr sur l'énergétique et le spirituel. Donc, tout a un lien. Et c'est pour ça qu'on parle d'approche globale en naturopathie et même en massage. Donc, comme je disais, le massage bien-être doit faire partie d'une hygiène de vie globale, puisque un massage de temps en temps pour se faire du bien, c'est bien, mais si derrière, on ne met pas en place des habitudes de vie qui font qu'on se sent mieux, ça aura finalement peu d'impact. Donc, le massage bien-être participe à l'ouverture psychocorporelle, à l'harmonisation énergétique et à la gestion du stress. Donc, je vais parler des liens entre naturopathie et massage bien-être, en faisant d'abord un petit point d'histoire sur le massage. Donc, le massage remonte à l'Antiquité, 3000 ans avant Jésus-Christ. Et on retrouve donc bien plus tard, finalement, les bases du massage, qui s'appelle le massage suédois en 1812, créé par Per Henrik Ling,
qui a été créé à la base pour les besoins des gymnastes. Au XIXe siècle, on voit apparaître le mot massage dans le vocabulaire français, qui est issu du mot grec massein, enfin, vous savez peut-être mieux le dire que moi, je n'ai pas fait de grec, mais voilà, qui signifie toucher avec douceur, presser légèrement, palper, pétrir. Et en France, on voit le massage qui se développe dans le cadre des soins infirmiers, puisque je ne les savais pas, mais il y avait une profession qui s'appelait infirmier-masseur à la base, et donc ce sont les infirmiers qui faisaient du massage. C'est finalement en 1946, avec la création de la profession de masseur-kinésithérapeute, qu'on voit apparaître le massage et que le massage, les kinés s'approprient le terme de massage. Le massage, il a été réservé donc à la base uniquement au monde médical, jusqu'à l'émergence, donc c'est au moment de la création du massage californien dans les années 60-70, que le massage a une approche du corps qui est beaucoup plus globale et moins médicale. Donc finalement, ce qu'on peut voir à travers le massage, c'est que c'est universel et qu'il dépend vraiment de la culture dans laquelle il évolue. Parce que là, je n'ai pas encore parlé donc, des massages énergétiques, mais dans la médecine chinoise, par exemple, le massage va avoir toute une signification qui va être différente du massage, par exemple, californien ou des massages musculaires. Alors, pour faire un point sur la naturopathie, elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme une médecine traditionnelle et c'est une approche qui est holistique. Elle permet de prendre en compte l'être humain dans sa globalité et d'agir non pas sur le traitement des effets ou des symptômes, mais sur l'origine des symptômes, sur l'origine des maux. Elle est souvent comparée à la médecine chinoise ou à la médecine ayurvédique et elle vise à apporter une solution globale. Donc, comme je le disais tout à l'heure, elle s'intéresse à tous les plans de l'individu, qu'ils soient physiques, énergétiques ou psycho-émotionnels. Et juste pour faire un petit point, mais vous le savez peut-être déjà, mais la naturopathie fait partie de ce qu'on appelle les médecines non conventionnelles, puisque les médecines conventionnelles donc, sont les médecins, les sages-femmes, les dentistes qui passent des conventions avec l'assurance maladie, mais la naturopathie n'est pas remboursée par l'assurance maladie. Et donc, on ne l'appelle pas médecine douce, ni médecine alternative, puisque la médecine alternative, ça voudrait dire que ça remplace la médecine conventionnelle, alors que ce n'est vraiment pas l'objectif. La naturopathie, elle intervient en complément de la médecine conventionnelle, des médecins, etc., mais surtout pas en remplacement. Donc, d'après la Fédération française de naturopathie, la définition de la naturopathie vise à préserver et optimiser la santé globale de l'individu, ainsi qu'à aider l'organisme à s'auto-régénérer grâce à des moyens naturels. Donc, quels sont les liens entre le massage bien-être et la naturopathie? Donc, on pourrait se dire, c'est pas très clair, mais en fait, la naturopathie, elle contient 10 techniques qui sont utilisées et les techniques manuelles, dont font partie bien entendu les massages bien-être, elles font partie des techniques manuelles. Un massage naturopathique doit s'inscrire dans le cadre d'une cure, et ça, je vais en parler dans la slide après. Il doit être individualisé et surtout, il est non thérapeutique. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'en naturopathie, donc, on considère qu'il y a 3 piliers de la naturopathie, dont fait partie l'exercice physique et le massage, donc les techniques manuelles, interviennent en complément de l'exercice physique, puisque pour les naturopathes, donc l'exercice physique finalement doit être privilégié, c'est-à-dire que si une personne a suffisamment de vitalité, elle doit d'abord faire l'exercice physique et le massage, c'est vraiment en plus. Mais si on observe par exemple qu'une personne manque de vitalité, on peut proposer aussi le massage bien-être comme substitut à l'exercice physique,
puisque finalement, le massage bien-être, c'est une méthode qui est plus passive, et donc ça permet aussi à la personne de faire bouger son corps sans impact et sans lui demander trop d'énergie. Donc, selon l'approche humoriste d'Hippocrate, qui était un médecin grec, tout bouge et doit rester mobile. Et donc, Hippocrate parle de la mobilisation des humeurs. Et les humeurs, c'est les liquides du corps. Et ça permet de faire circuler les nutriments, de déstocker les toxines et de retrouver de l'énergie vitale. Donc, sur les cures de naturopathie, donc, le massage bien-être peut intervenir dans le cadre de ces 3 cures. Donc, en cure de désintoxication, c'est une cure pendant laquelle on va chercher à activer les émonctoires, c'est-à-dire qu'on va chercher à éliminer les toxines du corps. Le massage, finalement, permet d'activer les émonctoires et de libérer le diencéphale, donc permet au corps de rentrer en parasympathique, c'est-à-dire que le corps va être détendu, le système nerveux va pouvoir se détendre. Et le massage aussi permet l'amélioration de toutes les fonctions, que ce soit les sécrétions glandulaires, la digestion, les péristaltismes, la filtration rénale, la respiration, la fonction cardiaque, l'ouverture des pores de la peau. Pendant la cure de revitalisation, donc c'est une cure pendant laquelle on va chercher à redonner de l'énergie à la personne en lui faisant faire des choses qui lui donnent de l'énergie, en lui préconisant une alimentation qui va la revitaliser, qui va lui redonner de l'énergie. Finalement, le massage bien-être dans ce cadre-là, c'est un élément qui est vitalogène, c'est-à-dire qui va permettre de retrouver l'énergie vitale. Et enfin, en cure de stabilisation, donc c'est quand la personne est passée soit par la cure de désintoxication et de revitalisation, soit elle est passée seulement par la cure de revitalisation, mais elle a retrouvé un état où elle est bien, où elle est en forme, elle dort bien, elle mange bien, elle a ses projets, etc. Donc, dans ce cadre-là, le massage, il fait partie de l'hygiène de vie globale et il permet de moduler la gestion du stress et de retrouver un équilibre énergétique. Donc, plus en détail maintenant, les bienfaits du massage bien-être, donc notamment pour pallier le manque de contact physique. Les bienfaits, donc, de manière générale, du massage bien-être sur le plan physique, ça permet d'amener du mouvement où il y a peu de muscles, de favoriser les échanges des liquides du corps, ce qu'on appelle l'humeur, et une meilleure circulation des nutriments. Ça augmente la filtration et la diffusion du sang par une augmentation de la chaleur. Ça favorise le retour veineux et lymphatique. Ça stimule l'effet détox en drainant et en déstockant les toxines. Ça mobilise les adhérences et ça améliore la digestion. Et aussi, ce dont je n'ai pas parlé, mais c'est que le toucher a aussi une action antalgique, c'est-à-dire qu'il permet d'augmenter les taux de dopamine et de sérotonine, qui sont des neurotransmetteurs impliqués dans la régulation de l'humeur et de la dépression. Il permet aussi d'augmenter les endorphines. Donc, je vois qu'il y a une... Alors, j'ai bien noté vos questions, j'y reviendrai à la fin. Donc, l'augmentation des endorphines, donc par un soulagement de la douleur et un sentiment de bien-être. L'augmentation de l'ocytocine, qui est l'hormone qui joue sur l'humeur, la baisse de l'agressivité et sur la régulation de la douleur. Et enfin, le massage permet aussi de diminuer le taux de cortisol qui est donc responsable du stress. Sur le plan psychologique, émotionnel, énergétique et spirituel, il peut y avoir des traumatismes liés au toucher et le massage peut permettre une réconciliation progressive et en douceur grâce au regard bienveillant et neutre d'un professionnel. Il permet aussi de soulager les souffrances émotionnelles, de réduire le stress et de favoriser le lâcher-prise.
mais également d'améliorer l'aisance corporelle et le travail d'éveil et d'ancrage de la personne dans son corps. Ça permet aussi une ouverture au ressenti du corps et le développement d'une conscience plus précise de son corps. Ce sont autant de sensations émotionnelles et psychiques qui sont des occasions finalement de nous révéler à nous-mêmes, qui touchent notre histoire, nos blessures, nos conflits. Et puis, finalement, le massage bien-être va aussi permettre de solliciter l'image positive de soi. Et puis, bien sûr, d'échanger, c'est un temps d'échange, le massage. Donc, ce sont des énergies qui vont se transmettre. Et donc, si une personne, un masseur bien-être ou masseuse bien-être a véritablement l'intention de vous apaiser, de vous faire du bien, vous pourrez le ressentir pendant le massage. Et ça, c'est très, très important. C'est vraiment un échange. Alors, plus en détail, donc il y a différentes catégories de massage. Donc, le premier, on l'appelle, la première catégorie, c'est le massage psychocorporel. Et notamment, les massages californiens et l'Omi en font partie. Donc, ce sont des massages où on va retrouver des mouvements longs qui sont fluides et enveloppants, qui sont axés sur la globalité de la personne, donc avec pour objectif d'harmoniser l'être de manière globale. On va retrouver une unification, une volonté d'unir le corps et l'esprit par l'intériorité et la globalité de l'approche. Il va y avoir aussi donc, une expression, une libération des émotions, des peurs et de ses limites. Ça va permettre une meilleure conscience du corps, une meilleure concentration et confiance en soi également. C'est pendant les massages, par exemple, californiens, on va chercher à ce que la personne soit dans un état d'ouverture, de relaxation et d'abandon. Finalement, donc, dans un objectif global de lâcher prise et puis aussi d'évolution de la personne, de la même manière qu'une thérapie peut apporter des changements positifs. Après, on va retrouver ce qu'on appelle le massage musculaire. Donc là, c'est des massages qui ont des techniques plus dynamiques, avec un enchaînement de manœuvres qui sont exécutées principalement sur la musculature et les articulations, avec des gestes qui vont être plus profonds et intenses. Donc, on retrouve principalement deux massages. Donc, le massage suédois, qui va permettre de travailler sur les muscles en superficie et qui va donner à la personne une détente musculaire. Après, on a ce qu'on appelle le massage deep tissue, qui est plus lent et qui est plus ciblé sur les muscles profonds. Il atteint les différentes couches des muscles, que ce soit les tendons, les ligaments, et le fascia, qui est le tissu qui enveloppe et qui traverse tous les muscles du corps. Tout ça dans l'optique de dénouer les tensions musculaires. Le massage musculaire, de manière générale, donc, soulège les douleurs musculaires et articulaires. Il améliore la mobilité et la circulation sanguine. Il favorise l'élimination des toxines. Il réduit le stress et l'anxiété. Et de manière générale, ça permet à la personne de retrouver aussi un meilleur sommeil et aussi d'avoir plus d'énergie. Et juste pour faire un lien avec la naturopathie, en naturopathie, on peut, par exemple, si on a une personne qui est très stressée, on peut se dire le massage psychocorporel, c'est un massage plus doux, ça peut finalement plus lui correspondre, ça lui fera plus de bien. Et en fait, un massage musculaire, pour une personne qui est très dans son mental, ça peut aussi permettre à la personne de redescendre dans son corps. Et un bon massage suédois ou un bon massage du tissu, ça peut avoir d'autant plus d'effet sur une personne qui est anxieuse qu'un massage psychocorporel qui est plus doux et moins stressant, on va dire. Et puis, la dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle le massage énergétique, donc plus des massages d'origine asiatique, donc le massage shiatsu, Chinai Tsang, le massage du ventre, le massage ayurvédique indien, le massage thaï et le tuna. Donc, c'est plutôt des mouvements qui sont sur un mode relativement tonique, mais avec des mouvements qui peuvent être lents et qui permettent de tonifier
de détendre en profondeur et de recentrer l'énergie, mais aussi des mouvements rapides qui permettent de retirer les blocages, qui permettent ce qu'on appelle le qi, c'est l'énergie vitale en médecine chinoise, de circuler à travers le corps. Les massages énergétiques, ils ont pour objectif de réénergiser, de rééquilibrer l'organisme. Ils permettent un retour au bien-être physique et psychologique. Ils renforcent les capacités à ressentir et à investir son corps. Ils permettent aussi de soulager les douleurs. Et ils permettent aussi de stimuler la circulation sanguine et lymphatique et le système immunitaire, avec aussi une meilleure oxygénation des tissus et une élimination des déchets de l'organisme. Alors, je vais quand même parler des contre-indications. C'est important, parce qu'il y en a quand même un certain nombre et c'est important de les avoir en tête. Donc, le massage peut être contre-indiqué notamment dans tout ce qui est inflammation articulaire, que ce soit des entorses, des tendinites aiguës, des déchirures musculaires, mais aussi en cas de pathologie ou de problème cardiaque, s'il y a une présence de pacemaker, s'il y a un infarctus, c'est toujours mieux de demander à son médecin. En cas aussi de pathologie ou problème de peau grave, c'est des dermatoses, infections cutanées, des brûlures, etc. Bien entendu, grossesse de moins de 3 mois, on ne va pas te faire masser. Dans le milieu de l'accouchement, les problèmes circulatoires, que ce soit des phlébites, des thromboses, des varices, encore une fois, il vaut mieux demander à son médecin. Et bien sûr, pareil, si en cas de tumeur ou de cancer, il est mieux aussi de demander au médecin. Sur les zones à éviter lors d'un massage bien-être, mais ça c'est plus pour vous si vous allez vous faire masser, vous ne savez peut-être pas, mais il y a des zones qu'il ne faut pas que le masseur touche. Sont tous les endroits où se trouvent les ganglions lymphatiques, donc le creux poplité en dessous du genou, au niveau des aisselles, la zone au-dessus des clavicules et les triangles de Scarpa, mais aussi toutes les zones qui sont fragilisées et intoxiquées, donc par exemple les varices. Il ne vaut mieux pas que le masseur vous touche sur ces zones-là. Alors, sur les techniques du massage bien-être, donc sur le sens du toucher de manière générale, avant de parler de ça, je vais juste faire un petit point sur ce qu'on peut mettre sur la peau, parce que comme on est dans une conférence de naturopathie, je me disais que c'était intéressant aussi de parler des huiles végétales, mais je passerai vite. Donc, c'est bien de mettre sur la peau une huile qui est comestible, végétale et bio de préférence, toujours en faisant attention aux allergies. Par exemple, moi j'utilisais l'huile de sésame, mais il y a des gens qui peuvent avoir des allergies, donc il faut bien spécifier au masseur si vous en avez. Les huiles, elles possèdent différentes textures et fluidités. Et donc, par exemple, pour un massage relaxant, on va privilégier une huile qui est plus fluide et plus légère. Je peux vous donner un exemple à dose égale. On peut mélanger l'huile de cartame avec de l'huile de colza, l'huile de sésame et l'huile de tournesol ou de pépins de raisin. En ce qui concerne donc, les huiles essentielles, elles ne sont pas obligatoires, mais elles peuvent avoir un intérêt, avec bien sûr une dilution à 5% maximum, avec toujours l'attention aux allergies, l'interdiction aux femmes enceintes, et bien sûr, c'est toujours mieux de demander à son médecin. Voilà, mais si tout ça est OK, vous pouvez utiliser la lavande qui va permettre la relaxation, par exemple. Et aussi, si vous voulez plus focaliser sur les douleurs musculaires et articulaires, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de Golteri. Alors, rapidement sur les huiles. L'huile d'amande douce, elle est très douce, émolliente, nourrissante, protectrice, et elle est à favoriser pour toutes les peaux fragiles et sèches, avec encore une fois attention aux allergies. L'huile de pépin de raisin, elle est assez épaisse et nourrissante. Elle est cicatrisante, séborégulatrice et antioxydante. Et l'huile de jojoba, c'est intéressant, c'est qu'elle a une composition chimique qui ressemble au sébum de la peau, donc elle s'absorbe très bien.
Elle est à privilégier pour le massage du visage ou pour les peaux sensibles ou acnéiques. Alors, sur les autres huiles, donc l'huile de ricin, c'est une huile qui est épaisse, transparente et collante. Elle est plus à utiliser sur des petites zones ou en cataplasme. Elle permet d'activer la circulation sanguine, aide à la décongestion et au drainage des zones enflammées. Et je vous conseille de ne pas l'utiliser pour des massages sur le corps, voilà, parce qu'elle est vraiment très épaisse et c'est désagréable. Enfin, j'ai jamais essayé de masser quelqu'un avec ça, mais voilà, je ne vous conseille pas. L'huile de cartame, elle est plutôt fluide et elle est riche en acides gras oméga 6 et 9. Donc, c'est vraiment un allié pour les peaux matures et déshydratées. L'huile de bourrache, elle est riche en oméga 6. Elle a des vertus régénératrices et nourrissantes. Et aussi, elle a un rôle anti-inflammatoire. Et enfin, l'huile de tournesol, donc elle est très utilisée en massage. Elle est assez fluide et sèche, elle est douce, nourrissante et à la fois antioxydante. Alors, sur les techniques de massage, donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on va utiliser les techniques de massage, les manœuvres et le sens du toucher va être différent suivant le résultat qui est attendu. Donc, quels sont les gestes les plus fréquents dans la plupart des techniques de massage? Donc, souvent, les mouvements ils vont suivre la longueur du corps. Ils vont aller de bas en haut, donc dans le sens de la circulation. Et les mouvements, souvent, vont être circulaires. Alors, donc les modes de toucher qui caractérisent chaque type de massage sont nombreux. On peut donc nommer l'effleurage, la friction, le lissage, le palpé roulé, le pétrissage, la pression, la percussion et la vibration. On a donc des techniques de base courantes qu'on retrouve à tous les types de massage. Par exemple, l'effleurage. Souvent, en massage, on va commencer par massage. Je ne dis pas bien-être, mais c'est massage bien-être. On va commencer par l'effleurage pour permettre à la personne de se détendre, de rentrer en parasympathique et d'établir une confiance entre le masseur et le massé. Mais après, il y a des mouvements spécifiques qui sont propres à chaque massage et selon les résultats attendus. Alors, sur l'effleurage, c'est un mouvement circulaire qui est doux, qui est réalisé avec la paume de la main, qui est toujours orienté vers le cœur et qui permet d'établir la mise en confiance entre le masseur et le massé. Sachant que pendant un bon massage, le masseur ne perd jamais le contact avec le massé. Il permet aussi l'effleurage de recevoir les bienfaits des autres techniques, de se préparer à recevoir les bienfaits des autres techniques de massage. Et on a deux types d'effleurage, donc l'effleurage lent, qui est là pour calmer le système nerveux, et l'effleurage ferme, qui va permettre de stimuler le corps, d'optimiser la circulation sanguine et lymphatique. Et l'effleurage est pratiqué aussi à la fin du massage pour permettre au corps de retrouver son calme à la fin. Sur la pression, donc alors ça peut être avec ou sans glisser, mais c'est tout d'abord un appui sans glisser qui peut être maintenu ou non. Et on peut exercer une pression variable de légère à forte selon l'effet désiré. Avec plusieurs objectifs, donc favoriser le lâcher prise, provoquer un afflux sanguin dans la zone où on appuie. Ça permet aussi d'assouplir les tissus sous-jacents et de stimuler la circulation des fluides. Il y a plusieurs types de pression. Il y a la pression palmaire, la pression éminence digitale, celle avec le coude et celle avec l'acupression. La pression glissée, donc là, c'est un glissement sur la peau qui est fait avec la main, peu importe la partie de la main, l'avant-bras ou le coude. Sur le pétrissage, c'est une manœuvre qui est réalisée juste après la friction ou l'effleurage. Et c'est une manœuvre où les mains ou les pouces vont travailler en opposition, avec 3 temps. D'abord une compression, puis un soulèvement, puis une torsion. C'est une manœuvre qui peut être effectuée de manière globale
ou sur une zone spécifique, avec plusieurs objectifs, qui est de chauffer le muscle en profondeur, de favoriser le relâchement musculaire et de stimuler les flux sanguins et lymphatiques. Donc après, on retrouve la friction. C'est une technique de massage qui est réalisée avec les bouts des doigts et qui finalement exerce une pression ferme avec la pointe des pouces. On va retrouver donc des mouvements qui sont progressifs, circulaires ou en aller-retour, longitudinaux ou traversaux, avec un rythme moyen à rapide et une pression légère à moyenne. Donc les types de friction, on retrouve avec la main, donc palmaire, une ou deux mains, digitale, donc un ou plusieurs doigts, et on peut aussi utiliser le tranchant de la main. Et si l'effleurage n'a qu'un effet au niveau de l'épiderme, au niveau de la couche superficielle, la friction, elle permet d'agir à travers les différentes couches de la peau et d'agir notamment sur le derme. Et puis, ça permet aussi d'agir au niveau des muscles et des articulations, ainsi que d'optimiser les flux sanguins et lymphatiques. Alors, on retrouve aussi le palpé roulé, qui est un massage manuel qui agit à la fois au niveau de l'hypoderme et du fascia. C'est un massage vigoureux en effectuant un pincement continu avec les doigts. Et on va l'objectif, c'est de créer un effet de vague au niveau de la peau par le déplacement progressif du pincement. Et ce geste, cette manœuvre, va avoir un effet énergisant, stimulant, tonifiant et en même temps apaisant. Avec pour objectif donc de dissocier l'enveloppe cutanée, de débloquer l'hypoderme, de chasser les graisses au niveau du fascia, mais également d'éliminer la cellulite, d'améliorer l'élimination des toxines et ça permet de manière plus générale d'éliminer le stress. Alors, on va retrouver aussi un autre mouvement qui s'appelle les percussions. Ce sont des mouvements rebondissants, rythmés et alternatifs, avec une succession rapide de battements qui sont réalisés avec les deux mains en alternance, donc comme sur la photo. Et ça va provoquer un martèlement continu au niveau de la zone qui est ciblée, que ce soit sur le muscle ou parfois sur les os. Mais c'est préférable qu'elle soit pratiquée sur une zone charnue du corps, donc ça peut être les cuisses, les fesses, les hanches et les mollets. On va avoir donc une vitesse d'exécution différente en fonction des effets recherchés. Quels sont les objectifs? Donc, de préparer les muscles en vue d'un effort physique qui est particulièrement intense, de tonifier et de stimuler la zone travaillée, et de défaire les adhérences et de permettre un afflux sanguin. Alors, la dernière manœuvre dont je vais vous parler sont les vibrations. L'objectif d'une vibration, c'est créer une ondulation avec des amplitudes et des intensités en fonction de l'effet recherché, donc toujours. Ça peut être soit en application locale ou sur un membre entier. Et l'objectif des vibrations, c'est de favoriser la détente et la circulation, de provoquer un relâchement musculaire et de répartir les fluides. On va retrouver différents types de vibrations. C'est soit le bercement, soit le balancement, soit la secousse. Voilà, donc je vais terminer sur la présentation. Donc, sur le toucher, donc de manière générale, on a vu qu'il était essentiel à notre survie, mais aussi à notre bien-être, et que le massage bien-être peut être une solution au manque de lien et de contact physique. Il apporte également, comme on l'a vu, donc, un ensemble de bienfaits en termes physiologiques, en termes psychologiques, émotionnels et énergétiques. Et ce qui est intéressant, et je vais vous en parler juste après dans les sources, mais il y a un reportage sur Arte qui s'appelle Le pouvoir des caresses, et c'est très intéressant puisqu'il y a un ensemble de chercheurs qui parlent des découvertes qu'ils ont fait, donc notamment ils parlent de fibrocité, ils parlent de plein de choses, mais plus sous un angle scientifique, donc c'est intéressant. Et il y a un des chercheurs qui dit à la fin que le risque de mort prématurée
dû à la consommation de tabac, au diabète ou bien la pollution est d'environ 40%, et celui dû à la solitude est de 45%. Donc en fait, le fait d'être seul et de ne pas avoir de contact physique, c'est un facteur de risque pour la mort prématurée. Donc ça, je trouve qu'on ne le dit pas suffisamment. Mais voilà, c'est important d'être entouré, d'avoir des liens sociaux, faire partie d'associations, de communautés, etc. Et puis, bien sûr, si possible, voilà, de se faire des hugs, d'avoir des contacts tactiles et puis, bien sûr, comme on l'a vu dans la présentation, d'aller se faire masser quand c'est possible. Donc, sur les sources, je voulais donc, bien entendu, mentionner les cours que j'ai eus à ISUPNA, donc notamment sur les techniques manuelles qui ont été faits par une masseuse qui s'appelle Eliette Atia. J'avais aussi prévu de parler de la réflexologie plantaire, mais je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. Donc, en tout cas, voilà, je voulais juste mentionner les professeurs qu'on a eus. Corinne Gérégie et Sylvie Patou. Mais je voulais également citer donc, les formations que j'ai pu avoir à l'École internationale du spa, donc base du massage bien-être et massage shiatsu, parce que bien entendu, on a eu des cours et des supports PowerPoint avec lesquels j'ai pu construire cette présentation. Le documentaire que je vous recommande vivement, qui s'appelle Le pouvoir des caresses, le toucher, un contact vital, de Dorothée Cadenne, et qui a été diffusé sur Arte en mars 2021. Mais je me suis aussi servi d'un livre d'Hélène Mariev qui s'appelle Biologie humaine, principes d'anatomie et physiologie. Je voulais également remercier Louane Oursouri-Garay, qui est présent actuellement, que j'ai rencontré à l'École internationale du spa, qui est spa praticien et hydropraticien, et qui a bien sûr contribué à la relecture de ma présentation, mais qui me donne aussi une inspiration quotidienne. Je le remercie pour sa connexion aux autres, sa connexion à la nature, pour sa relecture et sa bienveillance. Et je voudrais donc terminer cette présentation en vous donnant mes coordonnées et puis en vous transmettant l'adresse du cabinet dans lequel je ferai des consultations en naturopathie et des massages bien-être à partir de septembre 2023. Donc normalement, le premier week-end de septembre, ça sera le 9 et le 10 septembre. Donc aux 3 rue du Général Buret, dans le 15e à Paris. Et donc, vous retrouverez mon site internet très prochainement. Et vous avez toutes mes coordonnées ici. Et puis, voilà, je voulais vous remercier et puis passer aux questions si vous en avez. Alors, il me semble qu'il y avait une question dans le chat. Alors, donc la question de Khadija. Qu'est-ce qui va faire qu'un massage sera détoxiquant ou revitalisant? Alors, un massage qui sera fait dans le cadre d'une cure de détox, ça sera plutôt un massage tonique, un massage, je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai pas parlé dans la présentation, mais le centre Tout Naturellement à Paris. Mais ce centre, en fait, il propose des passages au sauna. Et une fois qu'on est passé au sauna, de faire ce qu'on appelle un massage naturopathique. Et en fait, c'est un massage qui va être très tonique et qui va agir en profondeur, donc très appuyé. Et on va avoir des manœuvres de drainage qui vont permettre finalement de faire circuler tous les liquides du corps et qui vont permettre au corps de mieux éliminer. Et donc ça, dans le cadre du centre Tout Naturellement, ça c'est un massage, si vous y allez, qui s'appelle le massage naturopathique, qui va être détoxiquant. Et pas forcément revitalisant, mais en tout cas plus tard, puisque quand vous allez sortir du massage, vous allez être
vous allez repasser au sauna après le massage et vous allez vraiment sentir que votre corps il a éliminé énormément de sueur, de toxines, etc. Pour un massage revitalisant, pour une personne qui manque justement de vitalité, je ne conseillerais pas forcément un massage naturopathique parce qu'au contraire, ça va plus la fatiguer qu'autre chose. D'ailleurs, pour les personnes qui sont fatiguées, souvent quand on est fatigué, on n'arrive pas à transpirer, donc on va éviter de leur conseiller en naturopathie un sauna et un massage naturopathique puisque ça sera trop pour le corps. Donc on va plutôt leur conseiller de faire un massage relaxant, un massage californien, lomi-lomi, ou à la limite la réflexologie plantaire, mais voilà, pas un massage deep tissue ou un massage naturopathique. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, je vois que Céline, vous avez une question? Oui, bonsoir. Alors déjà, merci pour votre intervention. Et du coup, alors c'est vrai que moi, ça me fait écho. Alors déjà, par rapport au mot massage, effectivement, que ce soit réservé uniquement à la profession de kiné. Je suis infirmière depuis 16 ans, alors en psychiatrie. Alors déjà, le toucher, l'approche, c'est déjà pas évident. Mais voilà, on était plus, quand on arrive, on va dire, à aborder l'autre et qu'on arrive à toucher la personne, effectivement, ou dans une crise d'agitation, on va être vraiment sur des massages et qui sont contenants, en fait. Donc, j'ai pratiqué beaucoup de massages contenants dans ma profession pendant 16 ans, avec des couvertures lestées, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Donc, voilà, et c'est vrai que j'ai fait aussi une formation récemment sur une nouvelle technique qui est le massage Renata França. Et du coup, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est vrai que enfin, je me suis rapprochée, je n'ai pas fait les massages bien-être. Je suis partie sur le Renata França dans le sens où effectivement, j'y ai vu justement du sens dans le soin. Alors eux, c'est brésilien, c'est pas reconnu en France, hein. C'est un massage brésilien, mais effectivement, où on ne peut pas dissocier le système lymphatique du système circulatoire. Effectivement, je parle par exemple du drainage lymphatique. Et par contre, l'approche est complètement différente. Pour avoir été drainée parce que j'avais des jambes, des jambes on va dire, sans repos. Enfin, la nuit, c'était horrible, tout ça. Donc, j'avais demandé à être drainée. Et on commençait par le bas, en fait, par les chevilles. Et avec des pressions, ma kiné me faisait des pressions très, très légères. Et c'est vrai que je ressentais pas l'effet, en fait, spécialement. Et là, ce drainage lymphatique, avec cette manière de faire, c'est vrai que pour le coup, on commence par tout ce qui est au niveau, en fait, du ganglion inguinal. Et et après, on va effectivement faire remonter. En fait, on va commencer par le ganglion inguinal et on descend sur la jambe, en fait. On descend. Alors, effectivement, on fait le poplité, par contre. On fait D'accord. quand on est sur le dos et voilà, sur le ventre. Du coup, on fait la région poplitée, mais avec 3 pressions douces. Mais c'est vrai qu'on le fait dans le sens inverse pour justement faire remonter toutes les toxines afin qu'elles puissent aller au tout à l'égout, on va dire, qui se trouve dans ces zones-là. Donc c'est vrai que c'est une approche complètement inversée de l'ancienne méthode. Alors pour pas avoir eu la formation de massage bien-être, alors c'est que ça m'intéressait beaucoup, mais du coup c'est vrai que là il y a certaines pratiques. Enfin, je reconnais des manœuvres, hein. De toute façon, les manœuvres sur la percussion. Enfin voilà, on voit qu'il y a quand même des choses qui correspondent. Donc j'ai fait 5 modules, hein. J'ai fait le drainage lymphatique, le remodelage, le, le relaxant. Et effectivement, enfin, on voit vraiment les différences. Mais les personnes effectivement, par rapport à ce que vous disiez, c'est juste, hein, les personnes enfin, vont quand même ressentir une fatigue enfin, elles vont se sentir revitalisées, mais il n'y a
par les hormones, justement par la sécrétion je pense, des neurotransmetteurs, tout ça. Mais en même temps, il y a une fatigue qui suit le massage et ensuite un moment où elles reprennent la vitalité et elles retrouvent leur équilibre. Enfin, c'est assez étrange en fait. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en massant, effectivement, même moi, des fois, quand je suis super fatiguée, bah, le fait de masser la personne me redonne une énergie, mais incroyable. Donc, à travers le toucher, et souvent, vu que c'est des massages vigoureux, on me dit: «Mais t'es pas fatiguée, parce que ça dure 1 heure et demie?» Et en fait, je leur dis: «Mais non, enfin, je me sens vraiment bien», parce que je pense que le toucher, tout ça, c'est vraiment, Oui. voilà, de masser l'autre, c'est vraiment aussi, c'est comme quand on voyait dans la vidéo au début, le câlin, le toucher, le contact et effectivement, bah, tout ça, ça nous, ouais, ça je pense ça génère ces neurotransmetteurs du bien-être, enfin tous ces hormones du bien-être et ça procure autant de bien à la personne massée qu'au masseur. Alors je sais pas si vous, ça le procure au niveau du massage bien-être, mais Ben, oui, moi, enfin, je partage aussi votre point de vue dans le sens où quand je masse, alors ça va pas forcément me redonner beaucoup d'énergie, mais ça va me détendre et me mettre dans un état de méditation. Et mmh, encore plus s'il y a de la musique. oui, oui, C'est assez étrange finalement parce qu'on pourrait penser que ça vide l'énergie et ça peut avoir cet impact-là, mais en tout cas sur moi, ça me permet, parce que quand on est beaucoup dans le mental aussi, et on fait un métier intellectuel, on n'a pas forcément l'occasion de faire des choses manuelles au quotidien. Et le fait de masser, pour moi, c'est un peu comme une thérapie dans le sens où je vais pouvoir ressentir le corps, me mettre dans quelque chose de plus physique et oui, de plus physique. Et ça va avoir vraiment un impact apaisant, de mmh, la même manière qu'il y a des gens qui vont faire de la cuisine, mmh, qui vont faire du jardinage, enfin, qui vont voilà, trouver un plaisir. des moyens de retrouver quelque chose de manuel. Mmh, Et du coup, vraiment, je conseille, même si c'est pas forcément en cadre professionnel, mais à tout le monde de masser ses proches, parce que ça détend non pas seulement la personne qui est massée, mais soi-même. mmh, mmh. Je comprends vraiment ce que vous dites, ouais. Ouais. Et c'est vrai que par contre, le drainage lymphatique avec la méthode Renata França, c'est vrai qu'on prend le corps dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas qu'aux jambes. Et là, c'est aussi ce que je regrettais dans l'ancienne méthode du drainage, enfin, le drainage ancestral, c'est que, on va dire, c'était vraiment que les jambes, on partait du bas et on faisait que les jambes. Là, on s'occupe du corps entier. Donc, on va aller drainer effectivement tout le corps, quoi. Donc les jambes, au niveau du ventre, on évite le nombril. C'est vrai que tout à l'heure, vous parliez des zones à éviter. Donc effectivement, tout ce qui est au niveau, autour du nombril. Mais par contre, les bras, et on termine par du relaxant au niveau du dos, effectivement, avec, voilà. Mais très intéressant, en tout cas. Merci aussi pour le petit rappel physio, Anat Physio. Merci beaucoup. Voilà. Si vous êtes infirmière, vous devez être plus calée que moi. Mais ça fait du bien parce que 16 ans de psychiatrie, on oublie, voilà. C'est vrai que, par contre, ce que certains clients me disent, c'est qu'effectivement, quand je les prends en charge, alors effectivement, je ne lâche pas la personne. J'accompagne le mouvement, donc je passe de ce côté en gardant le contact. Mais ça, je pense que ça vient du côté de la psychiatrie, en fait, où effectivement, on est vraiment dans le massage contenant. C'était vraiment pour apaiser la crise, ou voilà, éviter en tout cas la décompensation. Et du coup, voilà, on était vraiment dans le contenant. Et souvent, j'ai des clients qui me disent, quand je fais le retour global sur la jambe, qui sentent cette enfin, qu'ils sentent ce côté contenant, en fait, voilà, et c'est rassurant pour eux, en fait, hein. Effectivement, on en parle bien, mais le fait d'être contenant les rassure aussi, surtout dans un massage. Et un massage global, effectivement, donc bien-être, on s'occupe du corps entier. On ne peut pas laisser une partie du corps, voilà, sinon c'est comme s'il nous manquait, enfin, comme si on s'était pas, oui, il nous manquait un bout, quoi. Voilà, on ressort d'un massage, si on fait que les jambes, on se dit, mais en fait, on est un peu, effectivement,
dissociés, on est, voilà, c'est bizarre. Mmh. Il nous manque, voilà, c'était ça. Ouais, Merci c'est en tout cas, merci beaucoup. ce qui fait la différence avec le massage du kiné. C'est Mmh. le massage du kiné, ça va être vraiment sur une zone particulière et parfois c'est souvent pas très agréable, mais ça a pour objectif de soulager la douleur. Voilà, mais des fois ça peut c'est pas, enfin, pour l'avoir vécu, c'est pas un massage bien-être. Mmh. Voilà, exactement. On est vraiment sur le thérapeutique, localisé et puis, Mmh. effectivement dans ce cas-là, alors que dans le bien-être, effectivement, on prend quand même la globalité, heu, de la personne et c'est important de, bah, du coup de sentir son corps, en fait. On ressent tout son corps, quoi, et vraiment, Mmh. par, bah, tout ce que vous avez dit, hein, aussi par tous nos récepteurs, par, on ressent son enveloppe. Voilà, c'est Mmh. vraiment, voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres, remarques ou questions? OK. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, de vous être inscrits et d'avoir écouté, la conférence. J'espère que ça vous a plu. Hem Et puis voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée et merci à tous.